Aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est la mise bas et les gestes qui sauvent. Donc, n'hésitez pas à commenter, à mettre vos questions sur le live du Facebook. Et puis, à la fin de la session, j'y répondrai les unes après les autres. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, le live sera donc enregistré et mis sur la plateforme YouTube pour que vous puissiez revenir sur cette vidéo si vous en avez besoin, parce que ça va être également un thème qui va durer relativement longtemps, étant donné que voici donc le programme d'aujourd'hui. Donc, gestion de la future mère. Donc, pourquoi est-ce qu'on va parler de la gestion de la future mère? Parce que ça fait partie des gestes qui vont permettre de sauver pas mal de vies. Et donc également comment se préparer et qu'est-ce qu'il faut installer dans sa maternité, quel est le matériel minimum à avoir avant de se lancer. Ensuite, on va parler pour pouvoir décrire les moments anormaux de la mise bas. On va parler d'abord de ce qui se passe lors d'une mise bas normale pour pouvoir ensuite parler des mises bas anormales qu'on va appeler dystocie. Donc la dystocie, c'est lorsque l'aide de l'homme est nécessaire pour que la mise bas se passe correctement. Ensuite, on va parler des gestes gynécologiques et enfin, les gestes qui sauvent à proprement parler sur un chiot ou un chaton qui va pas bien. Donc on va d'abord voir les différents réflexes pour voir si l'animal va bien ou pas. Et ensuite, on va parler de la règle des 4 H, qui est assez proche également de la règle des ABC. Donc voilà, on va discuter de ça à la fin de session. Pendant la période là de gestion de la future mère, on va également entre autres parler d'un protocole qui est en cours chez la chatte de estimation de la mise bas 12-24 heures avant que ça n'arrive, en mesurant la température à l'aide de la thermochip. Donc c'est une étude en cours, on va en parler plus tard. Donc première règle de base par rapport à la future mère. Il faudrait donc déplacer la mère en maternité 1 à 2 semaines avant la mise bas, présumée. Donc ça, c'est dans les cas où on est sur des élevages avec plusieurs femelles et mâles. Et donc dans ce cas-là, il y a des maternités dédiées. Lorsque on est dans une situation familiale où il n'y a qu'une seule femelle reproductrice ou deux, on peut très bien envisager que la future maman, reste par exemple dans la chambre à coucher pour qu'on puisse la surveiller au moment où il y a la mise bas et au moment où elle doit s'occuper de ses chiots ou de ses chatons. Donc évidemment, il y a des règles qui vont être nécessaires à mettre en place sur de grosses collectivités, qui ne seront pas à mettre en place dans une situation familiale, évidemment. Alors ensuite, l'aliment doit changer en cours de mise bas. Donc à partir du 42e jour de gestation, les besoins de la maman vont changer. Et donc il y aura des besoins en calcium, entre autres, qui vont augmenter, et en énergie, parce que c'est le moment où elle va commencer à produire l'ossification de ses bébés à l'intérieur. Donc, changement d'aliment au 42e jour pour de l'aliment puppy ou kitten, qui sont déjà supplémentés en calcium et en énergie. Donc, du coup, le fait de donner cet aliment à la mère permettra également plus tard, au moment du sevrage des bébés, que la transition alimentaire se fasse plus facilement, parce que par mimétisme, les petits vont copier ce que fait la mère. Donc, si la mère mange déjà du kitten ou du puppy, les petits vont beaucoup plus spontanément aller goûter l'aliment solide que la mère mange. Ensuite, en ce qui concerne la vermifugation, donc il faut vermifuger 1 à 2 semaines avant la mise bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un ver, c'est l'ascaris, qui passe dans le lait. Donc il est recommandé de vermifuger une fois 1 à 2 semaines avant la mise bas, c'est-à-dire plus ou moins au moment où on va la déplacer en maternité.
Alors pourquoi est-ce qu'on doit déplacer la mère en maternité dans une grande collectivité? Bah, c'est pour essayer de diminuer la pression potentiellement infectieuse et séparer la femelle des autres adultes de la collectivité. Alors bien sûr, hein, quand on est dans une situation où il y a peu d'individus, le risque infectieux, le risque sanitaire est faible, donc on n'est pas non plus obligé de respecter cette règle, surtout si ça la stresse. Chez la chatte, il y a également l'aspect stress qui rentre en compte, et parfois deux chattes sont ultra copines, et le fait de les séparer va les stresser très fortement, auquel cas bah, il faut simplement adapter la situation, peut-être les mettre toutes les deux ensemble, mais là, ça comporte également un autre risque, c'est au moment de la mise bas, que la deuxième chatte soit jalouse de celle qui est en train de mettre bas, et elle va voler les chatons, voire les blesser, voire les tuer. Donc il faut vraiment connaître bien ces animaux pour savoir qui est compatible avec qui, et si on peut se permettre, pour diminuer un peu le stress général, qui est-ce qu'on peut se permettre d'amener dans la zone où la future maman va accoucher. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit avoir en maternité? Alors évidemment, une balance suffisamment précise pour mesurer des grammes. Donc les balances de cuisine sont idéales pour ça. Euh, des colliers d'identification si vous avez des petits qui sont tous de la même couleur. Attention, au fur et à mesure que les petits grandissent, il faut enlever ces colliers et en mettre des plus grands, parce que sinon, si ça serre, ça peut très fortement blesser les petits, donc faites très attention à ça. Ensuite, un thermomètre, des compresses, du lait maternisé, un mouche-bébé, du fil dentaire. Alors, pourquoi tout ça? Le mouche-bébé, on va le voir dans les règles euh, des gestes qui sauvent lors de la naissance des bébés. Il nous faudra un mouche-bébé pour libérer les voies respiratoires. C'est le premier geste à réaliser au moment de la naissance. Le fil dentaire, à quoi ça va nous servir? Bah, comme c'est imbibé de désinfectant, c'est idéal pour pouvoir ligaturer le cordon ombilical une fois que le petit est en train de respirer et qu'il crie. Alors, on peut se préoccuper du cordon ombilical et de le ligaturer avec du fil dentaire, parce que, a priori, vous n'aurez pas de fil de suture comme nous on a en clinique. Ensuite, le désinfectant. Donc, il nous faut un désinfectant tout simplement pour nos mains, mais également pour nettoyer et désinfecter les ciseaux et les autres matériels qui pourront être utilisés. Le gel hydroalcoolique pour les mains, mais faites attention parce que l'alcool peut très fortement gêner les chattes particulièrement. Donc, si vous utilisez du gel hydroalcoolique, il faut que ce soit complètement sec avant de manipuler les chats, parce que sinon ils risquent d'avoir une aversion au niveau des mains qui sentent très fortement l'alcool. Donc faire attention à ça. Sinon, hein, si vous avez un lavabo et le savon, ça va aussi très bien. Ensuite, du lubrifiant stérile, ça c'est très important, hein. Je vous conseille d'avoir systématiquement du gel gynécologique, ça s'appelle du KY en pharmacie. C'est ça là. Et ça va vous permettre de vous sauver dans pas mal de situations où on n'a pas le temps d'aller chez le vétérinaire pour faire les manipulations. Donc ça, c'est vraiment nécessaire d'en avoir. Du gel KY, c'est pour les manipulations obstétricales absolument un must. Ensuite, en ce qui concerne les caisses de mise bas, il y a une grande particularité pour les chiennes grand format qui ont tendance à écraser leur chiot lorsqu'elles se posent par terre dans leur caisse de mise bas. Pour limiter le risque d'écrasement, hein, on va jamais pouvoir avoir un risque zéro, mais pour le limiter, il existe des caisses avec des barres anti-écrasement, c'est ces barres métalliques sur le côté. Ici, il y a un autre exemple qui permettra à la chienne de se coucher et au chiot d'avoir une chance de se hisser vers un endroit où il pourra respirer. D'accord? Alors maintenant, en ce qui concerne la mise bas normale, c'est important également de pouvoir estimer quand est-ce qu'elle va mettre bas la chienne ou la chatte, parce que ça va nous permettre d'être disponible et présent au moment où elle devrait être sur le point d'accoucher.
et savoir également quand est-ce qu'il va falloir faire un contrôle chez le vétérinaire, parce que là, ça y est, on est vraiment au-delà du terme. Et auquel cas, c'est important de savoir quand est-ce qu'il faut aller appeler le vétérinaire. Le seul problème, c'est que si on se base sur simplement une date de saillie, on a une variation très importante, aussi bien chez la chienne que chez la chatte, de 57 à 70 jours. Si vous voulez plus de détails, c'était le thème de la session d'il y a, je sais plus si c'était il y a 2 semaines ou il y a 1 mois. Alors, chez la chienne, il y a un moyen beaucoup plus précis de nous permettre d'estimer le moment de la mise bas, c'est de estimer le moment de l'ovulation en faisant un suivi de chaleur. Le premier avantage, c'est d'avoir plus de chances de réussite d'avoir une portée, mais également une portée plus nombreuse. Et enfin, estimer le moment où elle devrait mettre bas à 63 jours, plus ou moins 2 jours. Donc c'est quand même assez utile de faire le suivi de chaleur. Chez la chatte, malheureusement, c'est pas possible de faire de suivi de chaleur parce qu'elle a un cycle différent. Chez la chienne, on a une ovulation systématique qui mène à une maturation des œufs, etc. Chez la chatte, l'ovulation, elle est provoquée par la ou les saillies. Et donc, ça va changer complètement le moment de l'ovulation chez la chatte. Et en plus, on n'a pas de moyen d'estimation de moment de l'ovulation parce que la progestérone, elle ne commence à monter qu'une semaine après l'ovulation chez la chatte. Alors que chez la chienne, on a de la progestérone qui monte déjà au moment de l'ovulation. Et donc, la progestérone est un bon estimateur du moment de l'ovulation. Et malheureusement, c'est un outil que nous n'avons pas à disposition chez la chatte. Quoi qu'il en soit, à partir du 68e jour, si la mise bas n'a pas eu lieu aussi bien chez la chatte que chez la chienne, il va falloir faire un contrôle chez le vétérinaire juste pour être sûr que tout aille bien. Il va certainement faire une progestérone pour savoir où elle en est et une échographie pour voir où en est la viabilité des bébés. Donc pour éviter les problèmes pendant la gestation et donc sauver des vies, il est recommandé de faire un diagnostic de gestation, si possible précoce, pour savoir s'il y a des résorptions embryonnaires en cours ou pas. Les dosages de progestérone, les échographies ovariennes pour les chiennes, attention à l'alimentation qui doit être équilibrée et adapter l'alimentation en fonction du moment de la gestation. Évidemment, les critères d'hygiène sont importants à respecter pour minimiser les risques infectieux. Pardon pour le bruit. Pour minimiser les risques infectieux dans la collectivité. Et enfin, les protocoles de vermifugation et de vaccination qui doivent être pris en compte. Alors, juste un petit aparté sur le protocole de vaccination. Si la chienne ou la chatte doit être vaccinée autour du moment où elle est censée être gestante, alors ça va être problématique parce que le vaccin typhus risque de faire des gros problèmes sur les chatons lors de la gestation. Donc, il faut éviter de faire les vaccins classiques pendant la gestation et donc vérifier les passeports des veaux femelles avant de les mettre à la reproduction. Et il faut donc faire le vaccin avant tout en dehors de la période de mise à la reproduction, quitte à faire peut-être le rappel de vaccin plus tôt que prévu, ce qui permettra également aux anticorps d'être au maximum au moment où il y a la lactation, parce qu'il va y avoir le transfert de l'immunité de la mère au moment où le chiot ou le chaton va prendre le premier lait, le colostrum. Alors maintenant, comment fonctionne une mise bas normale? Il y a 3 phases lors de la mise bas. La phase 1, c'est en fait toute la cascade hormonale qui a lieu, que nous, on voit pas vraiment de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a plein de choses qui vont se passer d'un point de vue hormonal. C'est également à ce moment-là qu'il y a cette chute de température liée à la chute hormonale de progestérone dans le sang. Et on va avoir une baisse de température de 1 degré qu'on va détecter dans 70% des cas chez la chienne lorsqu'on fait 3 prises de température par jour rectale. Le problème, c'est que chez la chatte, on sait
voilà, qu'il y a cette chute de température, mais personne ne va mesurer 3 fois par jour en température rectale la température d'une chatte. Et c'est la raison pour laquelle il y a une étude qu'on va parler juste après ce schéma-là. Donc ce schéma montre la cascade hormonale à proprement parler. Dans un premier temps, les bébés vont sécréter du cortisol fœtal. Et c'est ça le signal de départ de la mise bas. Donc, ce cortisol, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans le sang euh, et il va provoquer la production dans l'utérus de prostaglandine. Cette prostaglandine va aller dans les ovaires et va détruire les corps jaunes qui produisent la progestérone, l'hormone de la gestation. Et donc évidemment, si on a une chute de progestérone, alors le col il va y avoir une chute de température qui est mesurable. Il va y avoir l'effacement du col. Donc ça, c'est la fermeture de l'utérus qui est scellée par un bouchon muqueux. Et évidemment, cette espèce de zone totalement bouchée va s'effacer et va s'ouvrir. Et ensuite, il va y avoir le début des contractions. Donc ça, c'est le bouchon muqueux qui va apparaître. Ici, l'exemple chez la chienne. Ici, l'exemple chez la chatte. Et qui va être suivi par une production d'ocytocine. Et c'est l'ocytocine qui permettra les contractions utérines, permettant également, au bout d'un moment, l'expulsion du premier bébé. Alors, donc du coup, maintenant, on va parler de l'étude chez la chatte assez rapidement parce que j'en ai déjà parlé il y a 2 semaines. L'objectif, c'est d'utiliser les thermochips, donc c'est les nouvelles puces d'identification qui peuvent également mesurer la température. Jusqu'à présent, par rapport aux données que j'ai pu collecter, on a entre 70 et 75% de taux de détection avec la thermochip. Et il me faudrait plus de données pour savoir s'il y a un effet, par exemple, entre les poils longs, poils courts et chats nus, pour savoir si c'est fiable et si oui, quelle race. Est-ce qu'il y a un changement entre la première mise bas et les mises bas suivantes chez la chatte? Et donc toutes ces données-là sont inconnues chez la chatte et c'est la raison pour laquelle il y a cette étude. Donc il y a un document à remplir, c'est tout simplement les prises de température à mettre dans un tableau. Et puis une fois que la chatte met bas, on note l'heure et la date de la mise bas avec un petit peu de détails sur la chatte. Et ensuite, il y a simplement à m'envoyer le document rempli à mon adresse mail. Et donc ce document se trouve sur ma page Facebook au cas où. Ensuite, donc revenons à notre mise bas normale. On a déjà passé la phase 1 où il y a eu cette cascade hormonale menant à l'effacement du col et au début des contractions internes. Mais c'est la phase 2 où là, on va voir une contraction active au niveau de l'abdomen qui va se contracter très fort, mais vraiment tellement fort que c'est impossible à rater. Elle va pousser comme une folle, la maman, pour commencer à expulser le bébé qui se trouve dans la filière pelvienne. Donc ça y est, en fait, le premier bébé est sorti de l'utérus et est dans la filière pelvienne. Et c'est ça qui va pousser le bébé à l'extérieur grâce aux contractions ultra actives. Donc, quand on parle de poche des os, en fait, c'est la première poche qui recouvre le bébé, ici, qui s'appelle l'allantoïde, qui a percé, et le liquide sort, il y a comme ça du liquide qui sort. Sauf que le bébé, il est toujours à l'intérieur du deuxième poche, c'est l'amnios. Ok. Donc ça va percer, plof, et le chiot continue à avancer dans la filière et à naître. Donc il va naître à l'intérieur de sa poche amniotique la plupart du temps. Et en fait, le placenta, lui, il reste collé dans l'utérus pendant quelques temps. Et ça va être la phase 3, l'expulsion du placenta. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans une situation normale? La maman a les contractions actives, et puis ensuite, la maman, elle va lécher et percer la poche autour de son bébé. Et une fois que la tête est libérée, etc., elle va se focaliser au niveau de son cordon ombilical et elle va mâchouiller le cordon ombilical pour libérer le bébé.
Donc voilà comment ça se passe. Ici, on voit la myose qui n'a pas percé dans cette situation-là. Là, est-ce que vous avez vu la contraction de la mère? Ici, il y a eu une contraction et hop, on voit qu'elle a réussi à sortir son bébé. Elle va percer la myose qui est toujours là, hein, autour du bébé. Ça y est, le chiot a les voies respiratoires libérées par la maman. Et puis là, elle va se préoccuper du cordon ombilical. Voici la phase 2, la phase vraiment où il y a les contractions actives qui libèrent le chiot. Vous avez vu également que c'était une présentation antérieure et que la mise bas a été assez simple sur ce chiot-là. Voilà. Et dès la naissance, il va y avoir des modifications cardiovasculaires hallucinantes. Parce qu'au départ, en fait, le bébé est connecté au placenta maternel. Et c'est la maman qui va donner l'oxygène et les nutriments au travers du cordon ombilical. Et ça va faire que, en fait, le sang va être mélangé entre le sang qui n'est pas frais, c'est-à-dire sans oxygène. Il va être mélangé par le sang du cordon ombilical, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'amener beaucoup de sang dans les poumons, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de pression dans le flot sanguin et surtout au niveau pulmonaire. Et ça va totalement changer au moment de la première respiration. Donc vous voyez, le cœur droit et le cœur gauche sont exactement symétriques. Il n'y a pas un côté du cœur qui est plus musclé que l'autre. Mais dès la naissance, il va falloir que le cœur gauche s'active beaucoup plus fort parce qu'il doit contracter très fort pour que le sang oxygéné aille dans l'aorte et aille dans tout le corps. Puis ensuite, le sang non oxygéné va remonter dans le cœur droit. Le cœur droit, lui, doit se contracter, mais simplement pour faire le trajet du sang dans les poumons. Et c'est au niveau des poumons que tout va se recharger en oxygène et que le CO2 va être relargué. Donc le cœur gauche va nécessairement être beaucoup plus musclé que le cœur droit. Les communications interventriculaires, c'est-à-dire les communications entre le cœur droit et le cœur gauche, vont se fermer dès la première respiration. La connexion entre l'aorte et l'artère pulmonaire, ce qui permet en fait d'égaliser le gradient de pression et pas tout faire exploser dans les vaisseaux, ce canal va disparaître grâce au différentiel de pression. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui vont changer dès la première respiration du bébé. C'est un moment qui est incroyable. Et le changement cardiovasculaire est extrêmement important. Et tout ça va être nécessaire pour comprendre quels sont les premiers gestes qui vont permettre de sauver les bébés qui en ont besoin. Ensuite, il y a la phase numéro 3, qui est la phase d'expulsion du placenta. Donc voilà, hein, ça, vous voyez, c'est la poche, avec ici le placenta, et ici l'utéroverdine. Donc tout ça, c'est la connexion entre la maman et le bébé. Donc il faut imaginer que ça, c'est ce qu'il y a dans l'utérus. Et puis, au moment de la naissance, la poche là va sortir, va glisser, sauf que cette espèce d'anneau qui est connecté à l'utérus va rester un petit moment sur l'utérus, ce qui fait que le bébé sort et va toujours être connecté au travers de son cordon ombilical jusqu'à cette zone de connexion avec la maman. Sauf qu'ensuite, ça va se détacher et se décoller et sortir quelques minutes après le bébé. Ou parfois, ça peut sortir quand les contractions sont très fortes, exactement en même temps que le bébé. Et parfois, les contractions sont tellement fortes qu'il y a le bébé de la corne droite et le bébé de la corne gauche qui naissent en même temps, puis deux placentas qui sortent. Par contre, il faut toujours qu'il y ait autant de placentas que de bébés. Alors, la fréquence des présentations antérieures par rapport aux présentations postérieures est de 60 à 40, sachant que les deux positions, les deux présentations sont en fait eutossiques, c'est-à-dire on peut aussi avoir des bébés qui se présentent avec les pattes arrière et ça peut également très bien se passer. C'est juste que c'est parfois un peu plus compliqué lorsque ça se présente par les pattes arrière parce que en fait le cordon ombilical risque de se coincer au niveau de la filière pelvienne et donc il y a plus de risques pour que le chiot ait besoin de respirer plus rapidement et puis la mère a plus de mal
à s'en sortir parfois en présentation postérieure. D'ailleurs, la même chienne en présentation postérieure, voilà ce qui se passe. Et que là, elle a beaucoup plus de mal à expulser ce chiot. Donc là, il a fallu l'aider. Hop, pour sortir la tête. Voilà, et vous voyez qu'il y a ici le mouche bébé qui est prêt pour aider le chiot. Donc vous voyez, hein, c'est beaucoup plus compliqué là, de ce côté-là. Hop, donc là, on perce l'amnios, on libère les voies respiratoires en prenant le mouche bébé et en aspirant les sécrétions si nécessaire. Ensuite, on va, si besoin, frotter, on va voir, hein, pour stimuler la respiration. Et seulement après, on s'occupe du cordon ombilical. Donc voilà, donc ça c'est les MISBA normales et naturelles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en cas de dystocie, c'est-à-dire en cas de problème? Alors, il peut y avoir différentes situations de dystocie, avec des malprésentations, des malpositions et des malpostures. Donc ça, c'est les malpostures. Donc c'est quand il y a la tête ou les pattes qui sont pas bien mises. Ça, c'est les malpostures. Mais il peut y avoir aussi des mal. Ça, c'est une malprésentation parce que la présentation, elle doit être euh, parallèle à la colonne de la maman. Et la malposition, c'est si le bébé va naître dos vers le bas. Donc voilà, il y a différentes, c'est une nomenclature spécifique. Mais toujours est-il que lorsque, en fait, elle a du mal à expulser le bébé, alors à ce moment-là, c'est peut-être parce que ça a traîné, que la filière pelvienne est devenue totalement asséchée et elle a mal tout simplement quand le bébé passe dans la filière pelvienne. Et c'est là où le gel gynécologique intervient parce que le premier réflexe, c'est de lubrifier énormément. Et ensuite, il faut tenter d'attraper en fait la tête de cette manière-là et de faire un mouvement vers le bas parce que l'anatomie de la chienne est différente de l'anatomie de la chatte. La chienne a un vagin crânial horizontal, puis un vestibule qui fait 90 degrés. Et c'est souvent cet angle au niveau de la filière pelvienne, passage au niveau du vestibule, qui va poser problème. Donc, le mouvement qu'il faut avoir, c'est un mouvement vers le bas pour pouvoir expulser le bébé. Alors que chez la chatte, en fait, le vestibule est horizontal, et donc du coup, là, il n'y a pas de mouvement vers le bas à réaliser, il faut simplement tirer vers l'extérieur, sans avoir de mouvement de 90 degrés pour aider le bébé à passer la filière, le vestibule. Donc, quels sont les facteurs prédisposants aux dystocies? Évidemment, il y a des races prédisposées, que ce soit en chien ou en chat, les races brachycéphales sont prédisposées à avoir des soucis. Et puis, il y a le problème des grandes portées chez les chiennes, parce que ici, mon record, c'était 17 chiots chez une dog allemande. Mais les petites portées aussi peuvent être problématiques au niveau du syndrome du chiot unique. C'est un petit peu pareil chez la chatte, hein. Quand il y a qu'un seul chaton, il y a plus de risques. Et ça, c'est premièrement lié chez la chienne au fait que le signal fœtal, vous vous rappelez au début, c'est le cortisol fœtal qui permet de donner le signal à la maman que ça y est, il faut accoucher. Bah évidemment, s'il y a qu'un seul chiot, il y aura très peu de signal de cortisol fœtal et un risque pour qu'en fait, il n'y ait jamais cette chute de progestérone et donc cette cascade hormonale qui mène à la mise bas. On risque donc une mise bas qui traîne, une gestation qui traîne trop longtemps et des chiots qui finissent par un chiot qui finit par boire la tasse et nécroser. Et ça peut être très dangereux pour la maman. Donc faites attention au syndrome du chiot unique. L'autre problématique sur les chiennes petit format ou les chattes, c'est que lorsqu'il y a qu'un seul chaton ou un seul chiot, eh ben, il est nécessairement plus gros parce qu'il a plus de place. Et donc, prédisposition aux dystocies lorsque c'est une petite portée. Alors, quelle est la fréquence de dystocie? C'est rare chez la chienne, d'accord, et c'est encore plus rare chez la chatte. Euh, Sauf que chez la chienne,
Alors certes, on a un taux de mortalité élevé, mais une gestion médicale peut être envisagée et être réussie avant d'envisager une césarienne. Bon, il y a certains critères pour envisager une gestion médicale. Il y a et d'autres critères où c'est césarienne obligatoire. Hein. Mais la gestion médicale a quand même plus de taux de succès que chez la chatte, où la quasi-totalité des chattes qui sont présentées en dystocie vont finir en césarienne. Et en plus, chez la chatte, le taux de mortalité est encore plus élevé que chez la chienne. Donc, moralité, chez la chatte, c'est très rarement problématique, mais quand c'est problématique, il y a beaucoup de casse. Chez la chienne, c'est moins le cas. Voilà, il y a des grandes variations en fonction des publications sur la fréquence des dystocies, entre 5 et 15%, allant jusqu'à même 28% selon les races. Euh, Évidemment, on a 90% de césariennes, de taux de césarienne chez les bulldogs anglais, un petit peu moins en français. Risque de mortalité néonatale augmenté en cas de dystocie par rapport aux césariennes programmées. C'est tout le principe de la césarienne programmée chez les races prédisposées. C'est pour éviter en fait le taux de mortalité élevé en cas de dystocie. Bah oui, s'il y a une dystocie, c'est qu'il y a un problème et que donc potentiellement il y a déjà souffrance fœtale à l'intérieur. Donc maintenant, quand appeler le vétérinaire? Donc 68 jours après la saillie, aussi bien chez la chatte que chez la chienne. 65 jours après ovulation si on a une date d'ovulation chez la chienne. 48 heures après une chute de température observée aussi. Tout ça, c'est des critères où il faut appeler le vétérinaire et faire un contrôle. Et puis s'il y a eu déjà la poche des os et l'utéroverdine. Alors l'utéroverdine, c'est une sécrétion qui est verdâtre, noirâtre, voire et qui tache très fort. Donc c'est complètement vert chez la chienne, alors que c'est couleur rouille chez la chatte. Et pareil, ça tache pas mal. Ça veut dire qu'il y a l'utéroverdine du premier bébé qui sort. Et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que le placenta du premier bébé est partiellement ou totalement décollé. Et que donc potentiellement, ça veut dire qu'il doit sortir et naître rapidement pour pouvoir respirer. Donc attention à ça. S'il y a des très fortes contractions et qu'il n'y a pas de chiot ou de chaton au bout de 30 minutes, on conseille d'appeler le vétérinaire pour avoir des conseils. Ensuite, il y a certains. Alors, donc, la mise bas, au total, dans 80% des situations, est terminée au bout de 8 heures. Sauf que, aussi bien chez la chienne que chez la chatte, on a le droit de lui laisser faire une pause entre deux bébés. Qu'elle fasse sa vie, qu'elle s'occupe des bébés qui sont déjà nés, etc., etc. Sans qu'il y ait de contraction. Alors, et au bout d'un moment, il va bien falloir donner un cut-off horaire pour dire quand est-ce qu'il faut aller voir le vétérinaire. Alors, moi, je conseille d'appeler la clinique au bout de 2 heures. Ils vont probablement vous conseiller d'attendre 3 à 4 heures avant de faire venir l'animal pour faire un contrôle réel des petits qui sont encore à l'intérieur. D'accord? Mais il vaut mieux appeler quand même le vétérinaire pour qu'il soit au courant au-delà des 2 heures de pause. Sachant que chez la chatte particulièrement, si elle a été stressée, qu'elle a été déplacée, que quoi que ce soit l'a dérangée, elle a la capacité de complètement bloquer les contractions pendant des heures et des heures et des heures si elle se sent pas à l'aise. Donc par exemple, vous avez préparé une magnifique caisse de misbah, sauf qu'elle, elle choisit d'accoucher sur le lit ou dans votre tiroir où il y a tout le linge propre. Si vous passez votre temps à la déplacer et qu'elle, elle veut retourner absolument à cet endroit-là, vous allez la stresser tellement qu'elle va bloquer ses contractions. Ok? Donc, tant pis, on va la laisser faire. Il va falloir prévoir des protections spécifiques pour votre lit si jamais vous prévoyez de faire la mise bas dans votre chambre à coucher. Et la laisser faire sur le lit si elle choisit le lit plutôt que la très belle caisse qu'on lui a préparée. Ok?
Donc ensuite, si une mise bas dure plus de 24 heures, il faut appeler le vétérinaire. Et évidemment, s'il y a des gémissements, alors faire attention, hein, chez la chatte, c'est normal qu'il y ait des cris. Mais par contre, si il y a une apathie, des tremblements, un dos courbé, des difficultés respiratoires ou des saignements importants, évidemment, bien évidemment, qu'il va falloir appeler le vétérinaire. Ça y est, les chiots sont nés, ou les chatons sont nés. Comment faire pour les sauver s'il y a un souci? Donc, il faut respecter la règle des 4 H ou la règle des ABC. Donc, on va commencer par la règle des 4 H. Donc, H pour hypoxie, hypoglycémie, pardon pour la faute de typo, hypothermie, déshydratation, état d'hydratation. C'est les 4 H. Et on va commencer par l'hypoxie. Donc, évidemment, si la maman ne perce pas la poche, ça arrive la plupart du temps sur les premières mises bas. La maman ne comprend rien à ce qui lui arrive. Il y a une poche qui lui a fait très très mal, qui a traversé sa filière pelvienne, et elle ne sait pas quoi faire avec cette poche. Alors, ça sera à vous de percer comme vous avez vu dans la vidéo, et de prendre votre mouche bébé pour aspirer les sécrétions. Ok? Donc, les règles d'urgence de base dans tous les services d'urgence, aussi bien d'humaine que animal, c'est de respecter la règle des A, B, C pour Airways, Breathing and Circulation. Airways, libérer les voies respiratoires. B, une fois que les voies respiratoires n'ont plus de sécrétion, alors, et seulement alors, on va commencer à frotter le thorax sur le côté pour stimuler la respiration. Puis, et seulement une fois que le bébé crie et que les muqueuses sont roses, alors qu'il était bleu à la naissance, alors on va se préoccuper de C, la circulation, pour le cordon ombilical. Donc voilà, vous voyez ici, là, il est bleu, et après l'avoir frotté, il est devenu rose. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. D'ailleurs, sur la photo, c'est pas idéal parce qu'on frotte sur le dos. C'est pas là où il y a le thorax, hein. Donc si vous voulez aider la respiration de manière mécanique, il faut frotter en latéral sur les côtes, en fait, pour que mécaniquement il y ait un mouvement de quand on frotte. Ok? Et une fois que ça y est, il crie, alors on met le cordon ombilical, on met le fil à 1/2 centimètre de l'abdomen et ensuite on coupe en dessous les enveloppes fétales. Et ça y est, c'est bon. Pourquoi le fil dentaire? C'est pour éviter les saignements. Pourquoi 0,5 cm? Alors, voilà. Hein, auparavant, je mettais le cordon, le fil beaucoup trop bas. On laissait 2 cm de cordon ombilical. Et on a eu des mamans qui, par la suite, ont blessé les chiots et les chatons en léchant jusqu'à blesser le bébé. Donc du coup, depuis, je mets le fil plus proche de l'abdomen, à 0,5 cm, pour éviter cette situation. Alors maintenant, les signes d'hypoxie, on va voir les différents réflexes. Donc il y a le réflexe de succion, tout le monde le connaît, hein. Il suffit de mettre le doigt dans la bouche et on voit s'il tète. Ensuite, il y a le réflexe de retournement. Voilà. Donc à gauche, un chiot normal et à droite, un chiot pas normal. Normalement, un chiot à la naissance est censé pouvoir se retourner immédiatement. Et s'il prend des heures et des heures à se remettre comme ça veut dire qu'il est probablement hypoxique. Ensuite, il y a le réflexe de flexion. Donc, vous voyez, ici, les pattes arrière sont fléchies, même quand on prend, même quand on étire. Hop, il va immédiatement se mettre en mode flexion. Parce que à la naissance, les muscles fléchisseurs sont plus forts que les muscles extenseurs. Sauf que là, on voit que les pattes arrière traînent vers le bas. Ça, ce réflexe de flexion de la colonne, il disparaît au bout de 2-3 jours après de vie. Et donc, c'est également un risque, un signe d'hypoxie. Ici, c'est le réflexe de fouissement. D'ailleurs, je voudrais remercier évidemment mon mentor que j'avais filmé, c'est Alain Fonbonne. Là, c'est les mains d'Alain Fonbonne.
Hop, vous voyez le réflexe de fouissement. Ça, c'est un réflexe qui permet au bébé de chercher la tétine et d'aller boire immédiatement après la naissance. Ce qui me paraît déjà incroyable que tous les bébés sachent faire ça. Et là, en fait, vous voyez que il comprend rien à ce qu'il doit faire parce qu'il est hypoxique, celui-là. Ensuite, les règles d'hypothermie. Il faut savoir que à la naissance, de manière physiologique, les bébés font 34 degrés, ok, jusqu'à leur 8 heures de vie. Donc c'est normal que le thermomètre ne mesure pas la température d'un bébé à la naissance. Donc c'est inutile, parce que c'est physiologique, de le surchauffer avec, par exemple, un sèche-cheveux, parce que j'ai déjà vu faire ça dans des structures universitaires même. Et donc, ça, c'est quelque chose à proscrire parce qu'on va créer un différentiel de température alors qu'il n'a pas besoin, qui va nécessiter énormément d'énergie à gérer pour le bébé. Donc, on va bien sécher, évidemment. Il faut que ce soit dans un bon environnement. Mais il est normal qu'un bébé à la naissance et jusqu'à ses 8 heures de vie fasse 34 degrés. OK? Alors maintenant, la température de l'environnement, ça aussi c'est une problématique parce que pendant longtemps, on a conseillé de mettre les maternités à 30 degrés avec les systèmes de chauffage. Sauf que 30 degrés, c'était beaucoup, 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 beaucoup trop chaud pour les mamans qui étaient en train de respirer en allaitant et elles sont comme ça haletant et donc du coup elles sont tellement mal qu'elles vont pas s'occuper de leur bébé. Donc on est revenu sur ces recommandations à des températures beaucoup plus faibles, même sur la première semaine de vie. 26 degrés, c'est déjà énorme. En fait, la règle de base, c'est des règles de bon sens. Si la maman, elle est pas bien, il faut baisser la température. Tant que la maman, elle est là, elle va chauffer ses bébés aussi, hein. Donc, l'essentiel, c'est que la maman soit bien. Si elle est bien, ça veut dire que vous êtes sur la bonne température. Et n'hésitez pas à baisser la température si nécessaire. Le taux d'humidité qu'il doit y avoir en maternité, c'est entre 55 et 65%. Donc, faire attention à ça, surtout si vous utilisez la lampe chauffante, parce que sous la lampe, en fait, ça va assécher très fort l'air et on va créer une déshydratation des bébés. Donc, si vous utilisez la lampe chauffante, il faut que ce soit à au moins 1,5 mètre du sol, donc très haut pour que ça puisse rayonner. Et il faudrait rajouter à un endroit de la caisse de mise bas un linge préalablement humidifié avec un spray pour rehausser le taux d'humidité sous la lampe. Si vous respectez ces règles-là, alors ça ira bien. Il y a différents moyens de chauffage, les lampes chauffantes, faire attention aux tapis chauffants parce qu'avec les micro-griffures des pattes des bébés, ça peut créer des courts-circuits et donc des brûlures. Donc il faut absolument protéger les tapis de systèmes de housse bien épaisses pour éviter ce genre de problème. Et puis parfois, il suffit que le chauffage central soit suffisamment bon. Donc faites attention à ça, hein. Moins de 8 heures, température de 34 degrés, et ça, c'est les références bibliographiques, hein, si jamais. Et puis, ensuite, la température se stabilise chez le chiot à autour de 36-37 degrés sur la première semaine de vie. Ça, c'est une température normale. Un chiot à 34 degrés qui a 3-4 jours de vie, c'est pas normal. Et s'il est en hypothermie réelle, alors il ne faut absolument pas le nourrir parce que le système digestif va s'arrêter de fonctionner. Et donc, le lait va cailler dans l'estomac et on va faire plus de mal que de bien. Donc, première chose à faire si on s'aperçoit qu'il est froid, mis à part les 8 premières heures de vie, hein, évidemment. Mais si on s'aperçoit qu'il est froid dans la main, alors il faut le réchauffer et le réchauffer très lentement. De nouveau, on va éviter de le brûler ou de le mettre dans un système de chauffage trop fort. Il faut le réchauffer lentement. Et mon moyen de le réchauffer lentement le plus fiable, c'est de le mettre contre soi, peau contre peau, sur le thorax, sous les vêtements, pour qu'il réchauffe doucement au contact de notre propre peau. Et le chauffage se fera du coup de 1 degré Celsius par heure. Et une fois que il est redevenu normotherme, et seulement une fois qu'il est redevenu normotherme, on va pouvoir le biberonner.
et lui donner du lait si nécessaire, hein, autrement que chez la mère s'il y a un problème chez la mère. Chez le chaton, les températures sont déjà plus élevées dès la première semaine de vie. Donc dès la première semaine de vie, on a des températures à 37 degrés. Donc c'est légèrement différent chez le chaton qui a des capacités de thermorégulation plus élevées que le chiot. Ensuite, l'hypoglycémie et la déshydratation. Évidemment, on va vouloir systématiquement privilégier le lait maternel, surtout sur les premières heures de vie, parce que c'est là où il va y avoir le transfert d'anticorps par le lait. Donc, le premier lait est très jaune, très dense, et c'est parce qu'il y a des anticorps à l'intérieur. Et c'est l'étude de Sylvie Chastan et Anna Mila qui a déterminé la durée pendant laquelle les intestins restent poreux. Et donc en fait, à la naissance, les intestins des bébés voilà, c'est pas encore fermé, ce qui fait que comme les intestins sont ouverts comme ça, les anticorps peuvent traverser les intestins. Mais au bout d'un moment, au bout de quelques heures de vie, les intestins se referment et les anticorps ne peuvent plus passer. Donc voilà ce qui se passe à la naissance si ils ingèrent du colostrum. Le colostrum va pouvoir être passé dans le sang et protéger le bébé complètement. Au bout de 12-16 heures de vie, les intestins commencent déjà à se refermer très fortement et le passage se fait très peu. Au bout de 24 heures, ça y est, les IgG ne pourront pas passer dans le sang. Donc, importance extrême du colostrum pour le transfert de l'immunité maternelle au bébé. Hein, sachant que, alors que chez l'homme, il y a un passage d'anticorps de 40% déjà au travers du placenta, ce n'est pas le cas chez le chiot et le chaton. Il n'y a pas de transfert d'anticorps in utero, donc ils sont totalement dépendants du premier lait maternel. Alors, il existe un substitut colostral canin qui s'appelle le Puppy Protect, qui a à l'intérieur des anticorps contre le parvovirus canin et l'Escherichia coli hémolytique, hémorragique. Et donc, du coup, ces anticorps vont non seulement passer dans le sang, mais également après tapisser la muqueuse intestinale. Et il semblerait qu'il y a un effet également sur les portées où il y a du parvo avéré. C'est intéressant de rajouter du Puppy Protect chez eux. Alors, importance de l'état d'hydratation. Comment est-ce qu'on va tester l'hydratation? Est-ce que vous le savez? Parce que c'est différent de chez l'adulte. Chez l'adulte, on va faire le pli de peau, on va regarder l'œil, l'état des muqueuses, est-ce qu'elles sont humides. Mais tout ça, ça sert à rien chez le chiot et les chatons parce que c'est pas du tout utilisable. Le pli de peau persiste quoi qu'il arrive dès la naissance et pendant toute la période néonatale parce qu'il y a une différence de distribution du collagène sous la peau. Donc le pli de peau persiste. La muqueuse, elle est toujours humide. L'œil est toujours fermé. Donc, c'est pas des critères utilisables. Alors que l'urine, ça, c'est un critère objectif qui nous permet de savoir l'état d'hydratation de l'animal. Et on a en fait, urine qui n'est pas concentrée. Si l'urine est jaune, c'est qu'il y a un problème et qu'il est hyper déshydraté. Ok, il y a une étude sur la densité urinaire qui a été faite par Neocare. Ça, c'est un poster où on voit un taux de mortalité associé au degré d'hydratation du bébé. Et il suffit simplement de stimuler les postérieurs avec une compresse chaude et hop, le bébé va faire pipi. Parce que, rappelez-vous, les chiots et les chatons ne savent pas ni déféquer ni uriner spontanément par eux-mêmes. C'est grâce au léchage de la mère qu'ils vont réussir à faire ça. Alors, ça, donc le lait maternel, évidemment, on va le privilégier avant tout, sauf que parfois, il est nécessaire de biberonner s'il y a une chute de poids, parce que ça aussi, c'est un critère de mortalité. Si dans les 48 premières heures de vie, on a une baisse de poids, on a une mortalité augmentée multipliée par 5. Et ça, c'est également des données Neocare, avec Sylvie Chastan et Anna Mila qui ont travaillé dessus.
Contrôler la température du lait avant de le donner, évidemment, parce que si le lait est trop chaud, on va brûler le bébé. En ce qui concerne la quantité max à donner par biberon, c'est 4 ml pour 100 grammes, mais on s'aperçoit que à la naissance, vraiment à la naissance, on doit donner la moitié parce que l'estomac est pas assez grand pour résister à 4 ml pour 100 grammes. Ne jamais, on a un chiot ou un chaton qui va pas bien, ce n'est pas une bonne idée d'essayer de rajouter un petit peu plus de poudre pour le booster, parce que si vous déséquilibrez votre lait en mettant trop de poudre, on va créer une diarrhée et donc le dégrader encore plus, le bébé. Notre objectif, c'est entre 5 et 10% de gain de poids quotidien. Et même sur les 24-48 heures, en tout cas, il faut pas qu'il y ait de baisse de poids sur les 24-48 premières heures. Et le poids doit doubler au bout de 2 semaines. Ensuite, il y a une étude que j'ai menée à l'époque où j'étais à Zurich concernant le sondage des bébés. Si vous voulez plus d'infos, il y a cet article que vous pouvez rechercher sur Internet. Voilà comment faire pour mesurer. Je passe rapidement parce que ça, c'est des soins vraiment intensifs, surtout la pose de voie intraveineuse dans une situation de soins intensifs. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais voir si vous avez des questions. Ah oui, il y a quelques questions. Alors, l'idéal pour vous, c'est quand l'écho de gestation? J'ai une vidéo sur ce thème, hein, sur le diagnostic de gestation. Et ça dépend si on parle de la chienne ou de la chatte. Chez la chienne, l'idéal, c'est donc le plus précoce, c'est 21 jours post-ovulation. C'est pas forcément idéal de le faire à 21 jours parce que ça dépend de la qualité de la machine et de l'opérateur. Mais déjà, dès 25 jours, on a des cœurs. Ok, donc J25 post-ovulation, c'est idéal. En tout cas, c'est à cette période-là que je propose mes rendez-vous de diagnostic de gestation chez la chienne. Sauf que chez la chatte, c'est totalement différent. Parce qu'on commence à voir des choses déjà au 11e jour post-ov. Et déjà le 15-17e jour, on a des cœurs. Donc, le diagnostic de gestation idéal chez la chatte, c'est 15-17 jours. Et pas 3-4 semaines. Conseillez-vous une radiographie de comptage? Oui. La radiographie de comptage vous permet de savoir plus précisément qu'à l'échographie le nombre de bébés qu'on va devoir attendre au moment de la mise bas. Non. Hop. Des femelles ayant participé l'année dernière peuvent-elles encore participer à l'étude cette année? Évidemment. Donc merci de m'avoir déjà envoyé les données par mail. Mais il m'en faudrait un maximum de plein d'animaux si possible, et même si c'est une même femelle sur plusieurs portées différentes, très volontiers. Et chez le chat, il existe un colostrum pour compenser? Alors, il se trouve que le Puppy Protect, les anticorps parvovirus canin, il faut savoir que le parvovirus canin et le typhus félin sont deux parvovirus qui sont très proches l'un de l'autre, et donc les anticorps qui sont présents dans le Puppy Protect protègent contre le typhus. D'accord? Donc ça, c'est mieux que rien. Je vous conseillerais le Puppy Protect sur les chats. Et surtout, la grosse question, on n'en a pas parlé du tout là cette fois-ci. Si vous voulez, on peut faire un thème spécifique sur les incompatibilités de groupe sanguin chez le chat avec les chats A et B qui peuvent provoquer des isoérythrolyses néonatales si le chaton boit du colostrum de la maman qui peut les tuer. Hein. Mais ça va être un thème à part entière. Parce que c'était déjà assez long, hein, on est à 54 minutes. Alors, coloration urine. Ouais, bravo. Vous savez comment savoir l'état d'hydratation. Puppy Pro donné chez les chatons aussi après fermeture de la barrière. Ouais, exactement. C'est ça. Quel est le meilleur colostrum chez les chatons? Ouais, le Puppy Protect.
et il n'existe pas d'autre solution réelle de colostrum. Alors, chez la chienne, par contre, chez la chienne, on peut congeler du colostrum parce que c'est facilement prélevable chez les chiennes grand format et le réutiliser en cas de besoin. Donc ça, c'est possible chez la chienne. Ok, mais pas chez la chatte parce que c'est trop compliqué de collecter du lait. Touc tic tac. Comment chauffer le lait? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est à l'aide de la bouilloire, faire bouillir du lait et faire un mélange lait froid, eau froide et eau bouillante jusqu'à avoir votre lait tiède. Et puis ensuite, vous pouvez regarder, vérifier la température en mettant quelques gouttes sur votre peau. Si ça vous semble trop chaud, c'est que c'est au-delà des 37 degrés et que donc du coup vous êtes beaucoup trop chaud. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est un bain-marie, si jamais le biberon a refroidi entre-temps. Alors d'autres choses par rapport au lait dont on n'a pas parlé, c'est les Nourrinou bébés. Donc c'est en fait des systèmes en latex où on met le lait au centre et il y a 4 tétines disponibles pour les chiots et les chatons dans la situation où la maman fait plus assez de lait pour tout le monde. C'est beaucoup plus pratique, mais c'est uniquement pour les bébés déjà un petit peu plus grands qui savent téter. Lorsque la lantoïde est sortie pendant longtemps, sans contraction efficace, doit-on la percer? Alors, alors, le fait de percer la lantoïde, ça permettra de lubrifier un petit peu. Mais il faudra être prêt également à avoir du gel gynécologique et à faire des manipulations obstétricales. Donc, dans ce cas-là, soit vous êtes suffisamment aguerri pour le faire, soit il faudra certainement, ce que je vous conseille surtout, c'est d'aller voir votre vétérinaire. Surtout si ça fait 1 heure comme ça que c'est sorti, ça veut dire qu'il est dans la filière pelvienne pendant plus d'1 heure, le bébé. Créer le lait en poudre avec une eau comme épars, je parle en chat. Alors j'ai pas particulièrement d'avis sur le type d'eau à utiliser. L'eau du robinet peut également être utile. J'ai un chaton qui avait la respiration claquante. Il est resté coincé par la tête dans le pelvis, décédé à 2 jours de vie. Vous avez donné la réponse. Comme il était resté coincé par la tête, il est arrivé hypoxique. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment le booster à fond jusqu'à ce qu'il soit rose à la naissance. Ne pas hésiter à donc libérer les voies respiratoires au maximum et puis ensuite frotter les règles des ABC ou la règle des 4H pour se souvenir de tout ça. Et malheureusement, on va pas pouvoir tous les sauver. C'est juste que si cette présentation permet de sauver un seul chiot ou chaton, ça me suffit. Alors, j'ai jeté à la poubelle quel kilo de Papy Pro 60 chiots l'ont refusé. Bon, oui, faut faire attention parce que quel que soit le lait maternisé, il peut y avoir, surtout si les chiots sont déjà grands, ils peuvent ne plus vouloir autre chose que le lait maternel, quel que soit le lait maternisé. Par contre, le jeter à la poubelle, c'est un peu dommage parce que vous pouvez également le mélanger aux croquettes puppy pour faciliter le sevrage, sachant que donc le sevrage dès la 6e semaine de vie, vous pouvez donc mettre des coupelles de lait avec 10% de solide, 10% de croquettes puppy ou kitten mélangées, et puis ensuite, au fur et à mesure, chaque jour, on rajoute 10% de solide jusqu'à ce que la pâtée soit de plus en plus solide, et ça permettra une transition de sevrage douce en faisant du mélange de lait avec les croquettes. Oui, voilà, le Puppy Protect pourrait être une alternative pour les femelles du groupe B. Thermomix pour l'eau, voilà, par exemple, c'est une autre idée pour chauffer l'eau. Oui, voilà, il existe des systèmes de bain-marie, pas nécessairement Thermomix, mais voilà.
Alors pour ceux qui sont hyper high-tech, il y a même des bouilloires qui permettent de déterminer la température que vous voulez à chauffer. Une session complète revient à la prochaine que je donne. Ok. Il est important de déchirer le cordon et pas de couper puis désinfecter le cordon et mettre de l'asséchant. Vous confirmez la procédure? Non, pas particulièrement. Pourquoi déchirer et pas couper? Je vois pas trop. Ah, c'est pour les questions de étirer le cordon pour éviter les saignements. Non, mais à partir du moment où on ligature, il n'y a pas de risque de saignement, hein. Donc la ligature, c'est pour éviter les saignements. Et d'ailleurs, quoi qu'il arrive, hein, il y a certains bébés également qui vont avoir le cordon ombilical coupé par la maman et ça va malgré tout saigner par le cordon. Auquel cas, il faut avoir de quoi ligaturer. Donc je dirais plutôt non pour votre procédure. Ils adorent. Si vous n'avez pas de fil dentaire, alors oui. Et je vous déconseille également les clips, hein. Les clips de cordon ombilical qu'on utilise chez le bébé, parce que ça va faire un poids énorme au niveau du cordon ombilical. Et puis si on tire trop au niveau du cordon ombilical, on risque une hernie ombilicale plus tard. D'accord pour Myriam. Merci pour votre retour par rapport au TVM versus Puppy Protect. C'est juste que le Puppy Protect a ceci de plus que il y a les anticorps anti-parvo et anti Escherichia coli. Après, le TVM fonctionne également très très bien dans les situations où il n'y a pas de pathologie, hein, évidemment. Et voilà, je crois qu'on a terminé pour toutes les questions. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.